Le silence qui entoure les certitudes de notre histoire est parfois plus bruyant que les cris de ceux qui tentent de la réécrire. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur les bancs de l'école, chaque date gravée dans le marbre de vos manuels, chaque linéarité rassurante de l'évolution humaine, ne soit qu'un fragile château de cartes, une illusion collective soigneusement entretenue par un orgueil académique qui refuse de voir l'impossible. Nous aimons croire que le progrès est une ligne droite, une ascension constante de l'obscurantisme vers la lumière, du silex vers le silicium, de la bougie vers le laser. Mais parfois, la Terre recrache des fragments de métal, de pierre ou de cristal qui n'auraient jamais dû exister. Des objets qui, par leur simple présence, hurlent que nos ancêtres possédaient des secrets que nous commençons à peine à redécouvrir. Ce sont ces anomalies, ces grains de sable dans l'engrenage du temps que nous allons explorer ensemble. Si tu veux découvrir d'autres récits troublants, pense à t'abonner. Et toi qui m'écoutes dans l'obscurité, laisse une trace de ton passage, partage ton coin du monde et l'heure à laquelle nos chemins se croisent. Installe-toi confortablement, car ce que je m'apprête à te révéler pourrait bien ébranler ta perception du passé pour toujours. Le spectre des profondeurs, l'anomalie d'Anticythère. Notre voyage commence en 1900, au large de la petite île grecque d'Anticythère, dans les eaux sombres et tumultueuses de la mer Égée. Des pêcheurs d'éponges, luttant contre les courants traîtres, découvrent l'épave d'une galère romaine ayant sombré un siècle avant notre ère. Parmi les statues de marbre érodées et les amphores brisées par les siècles de solitude sous-marine, un plongeur remonte un bloc de bronze informe, une masse corrodée par le sel et le temps que les archéologues de l'époque dédaignent presque, focalisés qu'ils sont sur l'esthétique des sculptures classiques. Ils ne savent pas encore qu'ils tiennent entre leurs mains le plus grand défi jamais lancé à l'histoire des sciences. Ce fragment, qui semble n'être qu'une scorie verdâtre, va rester dans les tiroirs d'un musée pendant des décennies, se fissurant lentement pour laisser apparaître, à la stupéfaction générale, des engrenages. Des engrenages, des roues dentées d'une précision chirurgicale, façonnées dans un alliage de bronze complexe. Pour bien comprendre l'ampleur du séisme, il faut réaliser que selon la chronologie officielle, l'humanité n'est pas censée avoir maîtrisé une telle complexité mécanique avant le XIVe siècle de notre ère, avec l'apparition des premières horloges monumentales en Europe. Pourtant, cet objet, baptisé la machine d'Anticythère, a été conçu 2000 ans avant nous. Comment des esprits grecs, que l'on imagine souvent comme des philosophes contemplatifs ou des guerriers au bouclier d'airain, ont-ils pu concevoir et fabriquer un ordinateur analogique capable de calculer les cycles astronomiques, de prédire les éclipses avec une marge d'erreur dérisoire et de suivre le mouvement des planètes connues avec une exactitude qui ferait pâlir les horlogers suisses? L'analyse par tomographie à rayons X, réalisée bien plus tard, a révélé un mécanisme d'une sophistication dépassant l'entendement. Plus de 30 engrenages en bronze, dont certains possèdent des dents d'à peine 1 mm, organisés selon une logique mathématique qui inclut même les irrégularités de l'orbite lunaire, ce que nous appelons aujourd'hui la théorie de la seconde anomalie lunaire. Qui était l'architecte de ce prodige ? Était-ce Archimède lui-même, dont les écrits mentionnaient des sphères mécaniques capables d'imiter le ciel? Ou bien sommes-nous face à l'héritage d'une civilisation encore plus ancienne dont le savoir s'est perdu dans les flammes des bibliothèques antiques ou dans les limbes de l'oubli? Imaginez l'artisan, penché sur son établi, sous la lumière vacillante d'une lampe à huile, taillant avec une précision microscopique des pièces que la science moderne a mis des siècles à réinventer. La machine d'Anticythère n'est pas seulement un objet, c'est un fantôme qui nous murmure que l'âge d'or de la technologie n'est peut-être pas celui que nous croyons. Si un tel objet a pu être créé, combien d'autres ont été détruits, fondus ou simplement égarés par le chaos des guerres et des siècles? Cela suggère que la connaissance n'est pas un flux continu, mais un océan sujet à des marées violentes, où des sommets de savoir sont parfois submergés par des millénaires d'ignorance. Chaque fois que les scientifiques tournent virtuellement les manivelles de ce mécanisme, ils se heurtent à la même question. Pourquoi cette technologie s'est-elle arrêtée là? Pourquoi n'a-t-on pas trouvé de moteur à vapeur grec ou de télégraphe romain? Peut-être parce que nous regardons le passé à travers le prisme déformant de notre propre orgueil, refusant d'admettre que des civilisations disparues ont pu atteindre des sommets de compréhension de l'univers que nous commençons seulement à frôler.
La machine denticitaire est le premier témoin de notre liste, une sentinelle de bronze qui nous rappelle que l'ombre de l'inconnu est bien plus vaste que les petites lumières de notre savoir actuel. Mais ce n'est que le début, car si le bronze peut survivre 2000 ans sous l'eau, que dire des structures de pierre qui semblent avoir été sculptées par des géants ou des outils qui n'auraient jamais dû voir le jour ? Dans la prochaine partie, nous quitterons les abysses grecs pour nous enfoncer dans les mystères d'un site qui, à lui seul, oblige les archéologues à repousser la naissance de la civilisation de plusieurs millénaires. Préparez-vous, car les pierres de Göbekli Tepe ont beaucoup à nous dire sur l'oubli de nos origines. Il existe des lieux sur cette terre qui semblent charger l'air d'une électricité statique, des endroits où le sol lui-même semble vibrer d'une mémoire que l'humanité a tenté d'effacer. Nous quittons les profondeurs salines de la Méditerranée pour les collines arides du sud-est de la Turquie, un paysage de poussière et de vent où, pendant des millénaires, des bergers ont foulé une terre qui cachait le plus grand secret de l'archéologie moderne. C'est ici, sur le site de Göbekli Tepe, la colline du nombril, que l'histoire officielle a rencontré son plus redoutable adversaire. Car si la machine denticitaire remettait en cause notre vision de la technologie antique, Göbekli Tepe, lui, remet en cause la naissance même de la civilisation. Imaginez une structure monumentale, composée de piliers de calcaire massif pesant jusqu'à 20 tonnes, sculptés en forme de T et disposés en cercle parfait. Rien de très surprenant, diriez-vous, au pays des pyramides et de Stonehenge. Sauf qu'ici, la datation au carbone 14 est formelle, brutale, presque insultante pour nos théories établies. Le site remonte à 12 000 ans avant notre ère. Pour bien saisir l'ampleur du séisme intellectuel, il faut se replacer dans le contexte de ce que l'on nous enseigne. À cette époque, selon le dogme académique, l'homme est un chasseur-cueilleur nomade. Il ne connaît ni l'agriculture, ni l'écriture, ni la hiérarchie sociale complexe, et encore moins l'architecture monumentale. Il survit au jour le jour, suivant les troupeaux de gazelles armés de pointes de flèches en silex rudimentaire. Pourtant, ces sauvages ont érigé un complexe qui a nécessité la coordination de centaines d'ouvriers, d'architectes et d'artistes. Ils ont extrait, taillé et transporté des monolithes sur des distances considérables, sans l'aide de la roue ou d'animaux de trait, du moins selon ce que nous croyons savoir. Les piliers ne sont pas de simples blocs bruts, ils sont ornés de bas-reliefs d'une finesse troublante, des renards, des scorpions, des lions et des vautours qui semblent monter la garde autour d'un savoir oublié. Ces gravures ne sont pas des gribouillages primitifs, ce sont des œuvres d'art stylisées, suggérant une symbolique religieuse ou cosmogonique d'une profondeur inattendue. Comment des groupes de nomades censés passer leur temps à chercher de la nourriture pour ne pas mourir de faim ont-ils pu consacrer autant d'énergie, de temps et de génie à la construction d'un tel sanctuaire ? La réponse officielle bégaie. Elle tente d'expliquer que c'est peut-être la religion qui a forcé l'homme à se sédentariser, et non l'agriculture. Mais cela ne résout pas le problème technique. Comment un peuple sans outils métalliques a-t-il pu sculpter le calcaire avec une telle précision ? Et surtout, pourquoi, après avoir utilisé ce site pendant près de 3000 ans, l'ont-ils délibérément enterré ? Car c'est là le détail le plus déroutant de Göbekli Tepe. Le site n'a pas été abandonné ou détruit par une catastrophe naturelle. Il a été soigneusement et intentionnellement recouvert de terre et de gravats par ses propres créateurs. Comme si l'on avait voulu créer une capsule temporelle, ou comme si le savoir que ce lieu contenait était devenu trop dangereux ou trop sacré pour rester exposé au ciel. En enterrant leur temple, ces hommes de la fin de l'ère glaciaire ont figé le temps, nous laissant un puzzle que nous sommes incapables de résoudre. En marchant virtuellement parmi ces piliers millénaires, on ne peut s'empêcher de ressentir un vertige. Si Göbekli Tepe existait il y a 12 000 ans, au moment même où la dernière glaciation prenait fin dans un chaos climatique mondial, qu'y avait-il avant ? Sommes-nous les héritiers d'une lignée de survivants d'une époque encore plus reculée, une civilisation X disparue dont Göbekli Tepe ne serait que le dernier écho, une tentative désespérée de préserver une fraction de leur connaissance ? Regardez ces blocs dits en H. Ils sont tous identiques, interchangeables, comme s'ils avaient été produits en série dans une usine préhistorique. Les surfaces sont si lisses qu'on dirait du verre. On nous dit que les anciens utilisaient des pierres de percussion et du sable pour polir le granit.
Essayez donc de reproduire une rainure de 5 mm de large, parfaitement droite sur 2 mètres de long, dans du granit, avec un morceau de grès et du sable. C'est physiquement impossible sans un guidage mécanique. L'erreur humaine, la main qui tremble, l'usure de l'outil, rien de tout cela n'apparaît à Pumapunku. Plus troublant encore est le poids de ces blocs. Certains pèsent plus de 130 tonnes. Le site de la carrière la plus proche se trouve à des dizaines de kilomètres, de l'autre côté d'un lac de montagnes et de terrains accidentés. Transporter de telles masses à cette altitude, là où l'effort physique est épuisant pour un homme moderne, relève du miracle ou d'une technologie dont nous avons perdu la trace. On nous parle de rondins de bois, de cordes de chanvre et de milliers d'esclaves. Mais il n'y a pas d'arbres à cette altitude capable de supporter de tels poids, et les cordes nécessaires auraient dû avoir une section telle qu'elles auraient été impossibles à manipuler. Alors, que s'est-il passé ici ? Quand on observe la disposition des ruines, on a l'impression qu'une explosion cataclysmique a soufflé le site. Les blocs géants sont éparpillés comme des jouets délaissés par un enfant géant. Certains chercheurs suggèrent que Pumapunku n'était pas un temple, mais une sorte d'infrastructure technique, une usine ou un port d'une époque où le climat et la géographie de la région étaient radicalement différents. L'archéologie officielle tente de lier Pumapunku aux Tiwanakus, mais les traditions orales des peuples locaux, comme les Aymara, racontent une toute autre histoire. Ils disent que la cité a été construite en une seule nuit par des dieux venus du ciel, des êtres capables de soulever la pierre par le son ou par la volonté seule. Bien sûr, pour un esprit rationnel, ces récits sont des mythes. Mais quand la rationalité échoue à expliquer la présence physique d'un bloc de 100 tonnes taillé au laser, le mythe ne devient-il pas une piste plus sérieuse que le déni ? La précision de Pumapunku est une insulte à notre sentiment de supériorité. Elle nous force à envisager que nos ancêtres, ou ceux qui les ont précédés, possédaient une compréhension de la matière et de la physique qui dépasse notre cadre actuel. Peut-être n'utilisaient-ils pas l'électricité comme nous, peut-être utilisaient-ils la fréquence, la vibration ou une forme d'énergie que nous n'avons pas encore redécouverte. Chaque bloc de Pumapunku est un défi jeté au visage de l'histoire conventionnelle. Si nous acceptons que ces pierres ont été taillées par des outils rudimentaires, nous acceptons un mensonge. Si nous acceptons qu'elles ont été faites par une technologie avancée, nous devons réécrire chaque livre d'histoire jamais publié. Et c'est là que le bât blesse. Le confort de l'ignorance est souvent préférable au chaos d'une vérité qui remet tout en cause. Mais ne restons pas sur ces plateaux gelés. Le mystère ne se limite pas à la pierre colossale. Parfois, il se cache dans des objets si petits qu'ils tiennent dans la main, mais dont la forme même semble défier les lois de l'évolution technologique. Dans la partie suivante, nous allons explorer des artefacts qui semblent tout droit sortis d'un cockpit d'avion, mais qui reposent dans des tombes précolombiennes vieilles de plus de 1000 ans. Préparez-vous à décoller avec les avions d'or de Colombie. Quittons la froideur des sommets boliviens pour l'humidité étouffante des jungles d'Amérique du Sud, là où l'or, métal des dieux, reposait autrefois en abondance dans les sépultures des civilisations précolombiennes. Pendant des siècles, les Waqueros, ces pilleurs de tombes, ont exhumé des milliers d'objets en or, principalement des bijoux, des masques et des représentations d'animaux. Mais parmi ces trésors, une poignée d'artefacts a plongé les ingénieurs aéronautiques dans une perplexité sans nom. On les appelle les objectos de Tolima, ou plus communément les avions d'or de Colombie. Datés officiellement entre 500 et 800 de notre ère, ces petits objets de quelques centimètres sont classés par les archéologues comme des zoomorphes, c'est-à-dire des représentations d'insectes, de poissons ou d'oiseaux. Mais regardez-les de plus près. Un œil habitué à l'aérodynamisme moderne y voit tout autre chose. Contrairement aux oiseaux ou aux insectes, ces figurines possèdent des ailes delta parfaitement horizontales placées à la base du corps. Elles arborent une dérive verticale à l'arrière, exactement comme l'empennage d'un avion de chasse moderne, et certaines présentent même des stabilisateurs horizontaux. Dans la nature, aucun noyau, aucun poisson volant ne possède d'aileron vertical. C'est une caractéristique strictement mécanique, destinée à stabiliser un vol motorisé. En 1994, des ingénieurs allemands, Peter Belting et Konrad Lobers, ont décidé de tester l'impossible. Ils ont créé des modèles réduits à l'échelle, respectant scrupuleusement les proportions de ces figurines d'or, et les ont équipés d'un moteur et d'une hélice. Le résultat a envoyé une onde de choc dans le milieu scientifique. Ces modèles ont volé à la perfection. Ils étaient non seulement stables, mais capables de manœuvres complexes.
comment des artisans de la culture Kimbaya, vivant dans une jungle dense il y a 1500 ans, ont-ils pu concevoir des formes qui ne seront validées par la science aéronautique qu'à l'époque du moteur à réaction? Est-ce une coïncidence statistique, un pur hasard artistique, ou bien ces peuples ont-ils été les témoins de survols qu'ils ont tenté d'immortaliser dans le métal le plus précieux? L'histoire officielle refuse d'envisager l'existence de machines volantes antiques, car cela impliquerait non seulement une maîtrise de la mécanique, mais aussi du carburant et de la thermodynamique. Pourtant, l'objet est là, palpable, défiant toute explication conventionnelle. Si ces avions n'étaient que des bijoux, pourquoi respecter des lois physiques dont ils n'étaient pas censés avoir connaissance? Si les objets précédents remettaient en cause quelques milliers d'années d'histoire, la découverte suivante s'attaque à une échelle de temps qui dépasse l'entendement humain. Nous partons pour le Texas, en 1936. Une famille se promène près de la ville de Londres lorsqu'elle découvre une roche étrange d'où dépasse un morceau de bois. En brisant la pierre, ils découvrent un marteau en fer, emprisonné dans une concrétion calcaire datée du Crétacé, c'est-à-dire il y a plus de 100 millions d'années. C'est ici que la raison vacille. À l'époque où ce calcaire s'est formé, les dinosaures régnaient sur la planète et les mammifères n'étaient que de petites créatures insignifiantes. L'être humain, selon la théorie de l'évolution, ne devait apparaître que des dizaines de millions d'années plus tard. Pourtant, le marteau de Londres est là. Les analyses métallurgiques ont révélé que le fer de la tête est composé à 96% de fer pur, 2,6% de chlore et 0,7% de soufre. Une pureté exceptionnelle, presque impossible à obtenir avec des méthodes de forgeage médiévales ou antiques. Et surtout, ce fer ne rouille pas. Le manche en bois, quant à lui, a commencé un processus de pétrification, se transformant lentement en charbon sous l'effet de la pression et du temps. Pour les créationnistes, c'est une preuve du déluge. Pour les partisans des civilisations oubliées, c'est la preuve qu'une humanité technologique existait bien avant les cycles géologiques que nous connaissons. L'archéologie officielle, elle, préfère parler d'une concrétion rapide, un phénomène chimique rare où des sédiments se solidifient autour d'un objet moderne en quelques décennies seulement. Mais cette explication peine à convaincre face à la structure même de la roche environnante. Si ce marteau est bien une relique du Crétacé, alors toute notre compréhension de l'évolution biologique et géologique est à jeter aux orties. Nous ne serions pas la première civilisation intelligente sur cette terre, mais peut-être seulement la dernière d'une longue série de cycles de gloire et d'anéantissement. Pour conclure ce voyage aux frontières du réel, nous nous rendons en Chine, dans la province du Zhejiang. En 1992, un villageois curieux décide de pomper l'eau de plusieurs étangs profonds que l'on pensait naturels. Ce qu'il découvre sous la surface laisse le monde sans voix. Les grottes de Longyu. Ce ne sont pas des cavités naturelles, mais 24 salles souterraines immenses sculptées par la main de l'homme dans le grès limoneux. La précision du travail est époustouflante. Les murs et les plafonds sont couverts de rainures parallèles, inclinées à 60 degrés, gravées avec une régularité mathématique sur des milliers de mètres carrés. Chaque salle s'enfonce à 30 mètres sous terre et possède de piliers de soutien massifs sculptés directement dans la masse. On estime qu'il a fallu extraire près d'1 million de mètres cubes de roches pour créer ce complexe. Le plus grand mystère ? Il n'existe aucune trace de cette construction dans les archives historiques chinoises, pourtant réputées pour leur minutie extrême. Aucun texte, aucune légende, aucune mention de l'empereur qui aurait commandé un tel chantier. Quand ont-elles été creusées ? Avec quels outils ? Et surtout, où sont passés les millions de tonnes de débris ? On ne trouve aucune trace de la roche extraite dans les environs. Les grottes ne présentent aucune trace de suie, ce qui signifie que les bâtisseurs n'utilisaient pas de torches pour s'éclairer dans les profondeurs. Avait-il une autre source de lumière ? Longyu est le point final de notre réflexion. Un site colossal, invisible, ignoré par l'histoire, qui nous rappelle que nous ne connaissons que la surface de notre passé. Nous marchons sur les vestiges de mondes dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. Ces 5 découvertes ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Elles nous montrent que l'humanité a une fâcheuse tendance à l'amnésie. Nous préférons rejeter l'anomalie plutôt que de remettre en question le confort de nos certitudes.
Mais la vérité est patiente. Elle attend sous les eaux d'Anticythère, dans le sable de Turquie, sous la roche du Texas ou dans les ténèbres des grottes chinoises. Nous nous rendons maintenant dans l'un des endroits les plus désolés de la planète, le bassin de Kaidam dans la province de Qinghai, aux confins du Tibet. C'est un paysage lunaire, balayé par des vents glacials, où se dresse le mont Baigang. En 1996, une expédition scientifique est tombée sur une anomalie qui fait encore trembler les fondements de la métallurgie antique, les tuyaux de Baigang. Imaginez une pyramide naturelle, haute d'une 60aine de mètres, percée de grottes. À l'intérieur de ces cavités, mais aussi s'enfonçant profondément dans la roche de la montagne elle-même, on trouve des réseaux de structures tubulaires. Ce ne sont pas des formations géologiques, ce sont des tubes métalliques dont le diamètre varie de celui d'une aiguille à celui d'un tronc d'arbre, parfaitement insérés dans la pierre, comme s'ils faisaient partie d'un système de plomberie industrielle préhistorique. L'analyse de ces tuyaux au spectromètre a révélé une composition stupéfiante: du fer, du dioxyde de silicium et de l'oxyde de calcium, mais avec une proportion de 8% d'un élément inconnu. Plus troublant encore, la datation de la roche environnante remonte à plusieurs dizaines de milliers d'années avant que l'homme ne sache seulement ce qu'était un four à induction. Certains tubes s'enfoncent dans le lit d'un lac salé voisin, suggérant une fonction d'évacuation ou de pompage à une échelle colossale. Comment des structures métalliques manufacturées peuvent-elles se retrouver piégées dans de la roche vieille de 30 000 ans ? L'archéologie officielle tente de parler de racines d'arbres fossilisés ayant subi une sédimentation ferreuse, mais cette explication s'effondre lorsqu'on observe la géométrie parfaite des sections et la résistance du métal à la corrosion millénaire. Si ce n'est pas la nature, alors qui ? Qui avait besoin d'un complexe industriel ou d'un laboratoire de chimie dans les hauteurs du Tibet, bien avant que la première cité de Mésopotamie ne sorte de terre ? Baigang est une cicatrice sur le visage de l'histoire, le vestige d'une technologie qui semble n'avoir jamais eu sa place dans notre chronologie. Alors que nous pensions avoir atteint les limites de l'étrange, nous devons descendre encore plus profond dans les strates du temps, en Afrique du Sud. Dans des mines de pyrophyite près d'Ottosdal, des mineurs extraient depuis des décennies de curieux objets, appelés les sphères de Klerksdorp. Ce sont de petites boules métalliques, légèrement aplaties, dont la surface est gravée de 3 rainures parallèles parfaitement horizontales autour de leur équateur. Le problème, ces sphères sont extraites d'une roche datée du Précambrien, vieille de 2,8 milliards d'années. À cette époque, la vie sur Terre n'était composée que de cellules simples, d'algues et de bactéries. Il n'y avait ni plantes, ni animaux, et encore moins d'êtres capables de forger du métal ou de graver des rainures avec une précision millimétrique. Ces objets sont d'une dureté incroyable. Certains disent qu'ils sont en acier au nickel, d'autres qu'ils possèdent une structure interne équilibrée qui les fait tourner sur leur axe de manière autonome lorsqu'ils sont placés dans un environnement sans vibration. Les géologues affirment qu'il s'agit de concrétions naturelles de limonite. Mais la limonite ne forme pas de rainures circulaires triples aussi nettes, et elle ne présente pas cette résistance structurelle qui défie les scies de laboratoire. Si une seule de ces sphères est d'origine artificielle, alors ce n'est pas seulement l'histoire humaine qu'il faut réécrire, mais l'histoire de la vie dans l'univers. Sommes-nous face aux déchets d'une civilisation spatiale ayant visité une Terre encore vierge il y a des éons ? Ou la Terre a-t-elle abrité des cycles de vie intelligentes dont nous ne sommes même pas capables de concevoir la distance temporelle ? Les sphères de Klerksdorp sont des points d'interrogation de métal lancés à travers des milliards d'années, nous rappelant que nous ne sommes que des nouveau-nés à l'échelle du cosmos. Pour notre dernière escale, nous revenons à une époque plus proche de nous, mais non moins troublante. En 1929, dans le palais de Topkapi à Istanbul, une carte dessinée sur une peau de gazelle est redécouverte. Datée de 1513 et signée par l'amiral ottoman Piri Reis, cette carte du monde semble à première vue normale pour son époque. Mais en y regardant de plus près, les cartographes modernes ont été pris de vertige. La carte de Piri Reis montre avec une précision déconcertante les côtes de l'Afrique, de l'Amérique du Sud et de l'Antarctique. Le souci majeur, l'Antarctique n'a été officiellement découvert qu'en 1820.
Plus incroyable encore, la carte représente la côte de la terre de la Reine Maude sans aucune glace. Les relevés sismiques modernes ont confirmé que la topographie dessinée par Piri Reis correspond exactement à la ligne de côte subglaciaire telle qu'elle était avant d'être recouverte par la calotte polaire il y a au moins 6000 ans, voire bien plus. Piri Reis lui-même l'admet dans ses notes, il n'a pas exploré ces terres. Il a compilé sa carte à partir de sources anciennes, des cartes datant de l'époque d'Alexandre le Grand et d'autres encore plus reculées. Cela signifie qu'il a existé, quelque part dans la nuit des temps, une civilisation maritime capable de cartographier la planète entière avec une précision trigonométrique avant même que les glaces n'envahissent le pôle sud. Qui possédait cette science de la navigation et de la géodésie des millénaires avant Christophe Colomb? Comment ce savoir s'est-il transmis à travers les âges pour atterrir sur le bureau d'un amiral turc au XVIe siècle? La carte de Piri Reis est la preuve par le papier qu'une bibliothèque de savoirs antiques a été perdue, ne nous laissant que des fragments éparpillés d'une splendeur passée. Nous avons parcouru les âges, des engrenages d'Anticythère aux sphères précambriennes, des montagnes du Tibet aux glaces de l'Antarctique. Ce que ces découvertes nous disent, c'est que le monde est beaucoup plus vaste, plus ancien et plus complexe que ce que l'on veut nous faire croire. Nous vivons sur une planète de fantômes, marchant sur les décombres de civilisations qui ont peut-être atteint les étoiles avant de retomber dans la poussière.